qu'on a aujourd'hui. Ils ne sont pas passés... voilà, ils n'ont pas eu besoin de tout ça pour pouvoir avancer. Ils ont suivi par rapport à leur culture, par rapport aux dons qu'ils avaient. Quand je vois en Afrique, entre guillemets, un mécanicien, il n'a rien connu de la mécanique ici, il n'a pas fait de BEP, il n'a pas fait de licence, ainsi de suite. Mais ce gars-là arrive à monter un moteur diesel sur un moteur essence, entre guillemets. Ils arrivent à modifier certaines choses. Donc ces gens-là, ils ne savent ni lire ni écrire. Il y a des gens qui ont ce don. Donc niveau spiritualité et d'avoir aussi nos acquis qu'on a, il faut travailler dessus et pas se créer un nouveau problème, entre guillemets, en disant on va construire une route sur une terre d'un villageois sur lequel il cultive sa terre pour pouvoir manger. Un autre truc, à l'heure actuelle, on a tous des présidents dans chaque pays un peu corrompus, ou d'autres n'est pas d'accord avec un autre, entre guillemets, hein, je grossis la chose. Mais donc, chaque président... Voilà, ça peut sentir sur les présidents. Exactement, voilà. Sur chaque représentant qui est en Afrique, ces représentants-là ont une pression de la France ou de l'Union européenne ou des États-Unis. Je pense que, moi c'est mon idée, une solution que nous on a apportée, c'est que pour libérer nos présidents ou libérer nos représentants qui sont en Afrique, il faut créer une diaspora assez forte ici en France pour pouvoir les libérer, pour pouvoir s'imposer. Parce que quand je vois qu'une personne claque des doigts pour mettre un pays, en train de ruiner un pays, quand on a parlé de la CEDEAO tout à l'heure, je trouve ça inadmissible. Et pourtant, d'après ce qu'ils nous disent, la CEDEAO est indépendante. Mais il y a un claquement de doigts pour que la CEDEAO coupe les ponts avec la Côte d'Ivoire. Qu'on permette à l'heure actuelle de créer un embargo sur des médicaments, sur la population qui n'ont rien demandé. C'est un exemple, hein. Qu'on permette de donner des armes à des villageois et des jeunes pour s'entretuer entre eux, pour que d'autres bénéficient de nos richesses. Donc moi je me dis qu'il faut créer une pression ici en France et libérer notre pays par rapport à ce qui se passe ici. Merci pour ce témoignage. Vous vous dites tous africains. Tout le monde était là. J'ai pas vu un Africain s'indigner de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. J'ai pas vu un Africain s'indigner de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. J'ai même vu à la télé, non, entre guillemets, j'ai même vu à la télé un de nos voisins, que je dis même cousin, recevoir un chef rebelle dans son pays. Et aujourd'hui, j'entends certains qui font l'apologie de cette personne-là. Mais quand tu dis que tu n'as pas vu un Africain s'indigner, je ne comprends pas. Quand je dis que je n'ai pas vu un Africain s'indigner, c'est-à-dire qu'une personnalité en Afrique dire que non, c'est pas normal que la France... Nous sommes africains ici, nous sommes africains ici. Moi, je suis africain. Oui, tout le monde a vu ici à la télé ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tout le monde a vu à Addis Abeba. Si on peut juste écouter ce qu'il a... Tout le monde... Comment on respecte aussi les positions? Tu as eu le temps de Tout le monde a vu à Addis Abeba. Tout le monde a vu à Addis Abeba une réunion de l'Union africaine. Mais c'est cadré, c'est cadré. Parce que là, on est sur les préalables. On est sur les préalables. Ce soir, excuse-moi. Je vais juste faire une petite mise au point. Si parce qu'on défend un gouvernant, on se sent attaqué par les positions de son frère, et que de fait on se ferme à ce même frère, on n'a rien à faire ici. Oublions les États-Unis d'Afrique. Dans chaque pays, il y a des dirigeants et il y a des oppositions. Que les oppositions construisent, que les dirigeants gouvernent. Mais lorsqu'on a des frères de Côte d'Ivoire qui veulent témoigner de ce qu'ils ont ressenti, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, qu'on partage ou pas leur position, écoutons-les, par respect pour les morts qu'il y a eu dans ce pays et par respect pour le sujet qu'on traite en ce moment. Il est parfaitement dans le sujet, nous sommes sur les préalables à l'unité africaine. Mais si même là, dans ce petit cercle que nous ne sommes même pas capables de nous écouter, parce que nous défendons nos chapelles, autant tous repartir directement. Ça ne sert plus à rien. Tu as la parole. Et moi, personnellement, ça m'a choqué de voir Nicolas Sarkozy s'inviter à cette réunion et à parler aux Africains à Addis Abeba. Et pour revenir encore en arrière, quand Nicolas Sarkozy s'est déplacé avec l'une de mes sœurs à Dakar pour dire que l'Africain n'était pas encore rentré dans l'histoire, je trouve ça très regrettable. Donc quand on me parle d'unité, l'unité elle commence par là. Quand ton frère se fait attaquer, il faut tous lever le bras. Quand l'autre se fait attaquer, on lève tous le bras. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que chacun dans son pays a ses spécificités. Il faut respecter les spécificités de chacun.
Parce que nous, quand on se regarde, quand on va sur le continent, moi je ne sais pas si toi, mon frère, tu es un Sénégalais, tu es noir comme moi. Moi-même, dans ma famille, on m'appelle le Sénégalais. Est-ce que tu vois? Donc, non, c'est pour dire que entre nous, il ne doit pas y avoir cette barrière-là. On ne doit pas laisser autrui, et quand je dis autrui, c'est-à-dire quand nous, on se regarde, on se reconnaît. On ne peut pas laisser autrui venir donner même une décision parmi nous, nos problèmes. Ce qui s'est passé, moi je reviens simplement sur la Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirien, j'ai perdu énormément de parents. D'accord? Je suis ni d'un clan, ni d'un autre. Moi ça ne m'intéresse pas. Simplement c'est l'unité qui m'intéresse. Mais je vois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'unité. Je vois que l'histoire ne fait que se répéter. Et pourquoi dans notre continent à nous? Et pourquoi pas chez eux? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est parce que c'est nous qui laissons la porte ouverte. Quand tu laisses la porte de chez toi ouverte, mais il ne faut pas t'étonner que des gens rentrent. Si tu fermes ta porte et que tu discutes de tes problèmes à la maison, dis-toi bien que face à l'extérieur, tu seras encore plus fort. C'est pour ça que je pointais le relais électrique. Voilà. Et pour revenir sur l'indignation, pour revenir encore sur le fait de la Côte d'Ivoire, quand il y a eu l'investiture de M. le Président Ouattara, tout le monde a vu. Hein, on ne s'appesantit pas non plus sur... parce que tu vois bien que chacun a son positionnement politique, donc il n'y a pas de problème. Pas non plus... Mais simplement pour dire que l'unité africaine, c'est vraiment une utopie, comme le disait mon frère avant. Cette indignation nous a poussé à créer un mouvement. Pour se dire que nous, Africains, ici en France, ne sommes pas... nous représentons la diaspora. Okay, mais cette diaspora-là, je peux continuer? Je t'écoute en même temps. Cette diaspora-là, on la reconnaît à travers les associations, la multitude d'associations qu'il y a ici en France. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a décidé? On a créé un mouvement qui s'appelle Africains mais citoyens français. Et nous estimons que c'est nous qui avons pu venir en Europe ou qui sommes nés ici, qui pouvons aider nos frères qui sont restés dans nos pays respectifs à faire évoluer les choses. Dans ce sens-là, avoir un poids économique ici en Europe. Parce que quand je vois toutes les autres communautés, il n'y a que nous, la communauté africaine, qui n'avons aucun poids économique. Je vois les Chinois, les Asiatiques, ils ont un poids économique. Qui ne contrôlons pas, tu veux dire, ce poids économique. Voilà. Non, parce que quand tu as du poids, tu peux peser sur la balance. C'est-à-dire que sur le pouvoir décisionnaire, tu peux avoir une influence. Je veux te dire qu'ils ne contrôlent pas ce poids économique. Exactement. Et nous, nous n'avons pas cette force-là. Donc nous, à travers Africains mais citoyens français, nous voulons réunir tout le monde, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses origines, mais toute l'Afrique sous une même bannière. Et faire en sorte que d'ici, nous allons apporter une évolution pour chacun nos pays. Et quand je dis chacun nos pays, c'est à travers des projets. Parce que nous, dans notre association, il y a des personnes qui ont des entreprises qui sont venues, excuse-moi, juste pour faire la présentation de notre truc, il y a des personnes qui ont des entreprises. Ces personnes-là ont adhéré au concept. Pourquoi? Parce que demain, ces personnes-là, on peut les mettre en relation avec d'autres de nos frères. C'est un exemple tout bête. Hein. Au lieu d'aller à la NPE, poser une annonce pour demander quelqu'un, nous, on a des frères qui sont compétents pour ça. Donc, à travers ce Africain mais citoyen français, nous voulons créer un réseau social et faire en sorte de développer chacun nos pays, que ce soit un Sénégalais, un Malien, un Burkinabé, mais qui va rencontrer d'autres Maliens, qui va voir qu'avec ces autres Maliens, ils ont une connivence et qui peuvent faire avancer leur région, leur pays. Et non faire avancer, comme chacun le fait ici, hein, chacun envoie de l'argent à ses parents au pays, mais ça ne fait pas avancer les trucs. Ça ne fait pas avancer la chose en fait. Mon intervention sera axée sur deux grands axes. Je vais revenir à la question de la spiritualité. En fait, c'est pour vous dire que, bon, en fait, c'est ma conception personnelle. Je dis que la spiritualité n'est pas du tout fixe. C'est quelque chose qui est mobile. Et en fait, ça a été prédestiné d'abord par Mutsu Ito, l'empereur nippon qui avait 15 ans, qui disait que la meilleure manière de résister à l'Occident, c'est d'utiliser les mêmes armes que l'Occident sans renoncer aux forces morales et traditionnelles. Donc, là, il le disait, mais qui a été concrétisé par la Chine aussi. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que même la Chine est l'un des pays les plus capitalistes du monde. En fait, il applique ce qu'on peut appeler le bicéphalisme. La Chine était consciente que pour évoluer économiquement parlant, il faut copier sur les États-Unis pour pouvoir le faire. Donc, il l'a fait. Donc, sur une spiritualité typiquement africaine, à mon sens, relève de l'utopie. Donc, pour revenir aussi sur la question
de la Côte d'Ivoire, quand on m'a convoqué... Attention, il y a... Oui, excusez-moi. On a une précieuse... Je suis fort, mais je ne vais pas... Ne vous inquiétez pas. Donc, et pour revenir à la question de la Côte d'Ivoire, quand on m'a convoqué pour ces échanges, donc j'ai pensé que le prétexte allait être la Côte d'Ivoire. Parce que nous devons partir de la Côte d'Ivoire. Quand qui t'a convoqué pour quels échanges? En fait, pour ce rendez-vous-là, pour ce after-work. Et tu pensais que... Oui, qu'on devait partir de la Côte d'Ivoire pour pouvoir le faire. Mais bon, ça n'enlève rien à sa quintessence et vraiment aux questions concises. Donc, pour vous dire que la Côte d'Ivoire est un pays avec une situation plutôt complexe. Parce qu'aujourd'hui, dans la Côte d'Ivoire, finalement, la lincolnocratie l'a remporté sur la démocratie africaine. Mais il y a aussi, en fait, dans les discours pragmatiques, il y a un pragmaticien du discours qui s'appelle Dan Sperber qui dit que parmi les principes de l'interaction, il y a le principe de la coopération. C'est-à-dire, si monsieur aujourd'hui vient et qu'il ne montre pas ce principe de coopération, ça ne sert à rien de discuter parce que nous n'en sommes pas loin. Donc, il faut le dire, la France qui garantit, le Trésor français garantit la quasi-totalité du franc CFA. Ils ont des intérêts là-bas et on sait comment ça marche. Donc, quand les chefs d'État ont tenté de faire une médiation et que ça n'a pas abouti et que l'un des candidats n'a pas voulu donner son accord pour qu'on arrive à une solution, et dans ce cas-là, ayant des intérêts menacés, on a vu ce qui s'est passé. Donc, ce cas-là est un cas complexe. Donc, pour revenir aussi à cette question, parce que je pense que les deux thématiques ont été bien choisies, nous vous en félicitons. Parce que l'unité rime forcément avec la bonne gouvernance. Ces deux thématiques s'interprètent pour parler en fait d'un État fédéral nouvel. Mais cet État fédéral, comme je l'ai dit tout à l'heure, vient par un processus. Aujourd'hui, tout à l'heure je l'ai dit, si nous pensons que c'est nos gouvernants qui vont faire unifier l'Afrique, en fait ça relève de l'imaginaire dont le best-seller va finir avec l'exhibit non-lié. Ça, moi je le dis. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je ne fais pas de la fixation, je ne fixe pas un président tel ou tel. Mais aujourd'hui, en Afrique, il y a ce qu'on appelle la démocrature, c'est-à-dire une autre forme de la monarchisation démocratique du pouvoir. Je suis président et je veux me faire succéder par mon fils. C'est quelque chose, c'est une réalité qui existe. Et dans ce cas-là, quand nous pensons en fait une conception égoïste, moi je fais mon temps, je pars, mais je vous laisse mon fils. On va revenir sur ce qu'on appelle la monarchisation de l'Afrique. En fait, tu mets en avant surtout le rôle de chaque citoyen. De chaque citoyen, et aussi le degré de responsabilité par rapport à ce que nous dirigeons aussi. Il faut une redynamisation des institutions. Il faut laisser le travestissement des institutions. Une redynamisation des institutions en commençant par l'Union africaine solide et qui fait le poids. Mais ce poids-là, en fait, parce que si on dirige, on ne peut pas être président en ne dirigeant personne. Donc il faut que les membres permanents acceptent d'être dirigés par une Union africaine forte. Aujourd'hui, mais l'un des candidats en Côte d'Ivoire l'a démontré. On peut discuter, mais en fait, au préalable, il faut que vous acceptez des choses qui m'arrangent. On ne peut pas discuter. C'est là où il y a le bas blesse, parce que le principe de la coopération n'a pas été respecté. Donc aujourd'hui, ce qu'il existe en Afrique, c'est que moi, personnellement, sans vouloir être pessimiste, je pense que cette union relève de la mythologie même. Parce qu'aujourd'hui, la volonté d'union, non, même la volonté d'union. Ensuite, le cas pratique aussi. La manière dont nous voulons faire cette union. On peut faire une union, mais que chacun tire son épingle du jeu. C'est comme si on met le plat. Vous me dites qu'avant de manger, je vais faire deux allers-retours. Après, nous allons manger. Nous, qu'est-ce que nous allons manger? Mais rien en fin de compte. Parce qu'on veut faire quelque chose qui nous arrange. Donc aujourd'hui, je ne fais pas encore une fois de la fixation sur X ou X. En fait, c'est un phénomène. Non, excusez-moi. Ok, désolé quand même. Désolé, je regarde le public. Ok, désolé, M. Koli. Moi, je vous connais, c'est toi qui ne me connais pas. Désolé. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, je ne fais pas de la fixation, mais qu'aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est le problème de la démocratie qu'il faudra régler. Et pour régler cela, en fait, ça passe par une bonne gouvernance. Une union passe une bonne gouvernance. Mais pour moi, l'épine dorsale du travail relève de la gestion de l'interculturel africain. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être, en fait, culturellement parlé, on est différent. C'est pourquoi Senghor disait enracinement et ouverture. Et il y a un adage qui dit que ce qui se ressemble s'assemble. Pour qu'on puisse se rassembler, il va falloir essayer de se rassembler. Que chacun prend ce qui est bien, l'amener vers l'autre et d'aller vers l'autre, comme l'a dit mon frère. Mais aujourd'hui, on ne peut pas accepter l'anthropophagie, par exemple. L'anthropophagie, qui est une philosophie qui consiste à manger des êtres humains, qui se pratique par le cas en Afrique. Bon, tout on peut intégrer cette culture, ça pose problème.